même s'il y a une certaine logique à les retrouver là, ils ont encore pioché. Moi, je pensais que en marquant assez rapidement, ils se donnaient un peu la possibilité d'avoir un match plus facile à gérer. Mais encore une fois, on voit qu'il manque cruellement d'idées. Tu peux te dire que la Suisse aurait pu endormir le match, mais ils étaient menés. Finalement, ils se sont endormis tout seuls. Je trouve l'Argentine dans un faux rythme qui les caractérise, je trouve, depuis le début de la compétition. Et à l'arrivée, finalement, tant mieux pour eux, parce que je pense quand même que c'est la meilleure des deux équipes qui s'est qualifiée cette nuit. Mais il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses à redire en négatif sur cette équipe, et je les vois pas favoris face à l'Angleterre, par exemple. Adam. Non, une Argentine encore une fois au forceps, au mental, au courage qui passe après prolongation très très tard dans la nuit. Et moi, ce qui me marque avec cette équipe d'Argentine, c'est qu'on a une équipe qui se repose sur un socle très restreint de joueurs. On a des joueurs sur le banc comme Nico Paz, comme Valentin Barco, qui ne sont absolument pas utilisés. Et en fait, la seule tactique sur le terrain, c'est clairement de faire la passe à Messi, d'essayer d'attendre qu'il puisse trouver un angle de passe, quelque chose qui sort du chapeau. Mais la réalité, c'est que je pense que ça peut être rapidement contrecarré face à une grosse nation comme l'Angleterre, ou même si ça arrive sur un malentendu en finale face à la France ou l'Espagne, je ne vois pas l'Argentine passer l'Angleterre, honnêtement, personnellement. Je les vois encore moins aller au bout de cette compétition. Je pense que physiquement, comme tu l'as rappelé, Alex, ça va piocher. 3 prolongations, je pense que dans les organismes, face à une équipe d'Angleterre qui, elle, a été en prolongation, mais je trouve a beaucoup plus d'arguments physiques. Je les vois au-dessus je vois tout simplement l'Angleterre comme la meilleure équipe de la compétition d'un point de vue physique. Donc non, l'Argentine en demi-finale avec un parcours que j'ai pas envie de qualifier de simple, on en a parlé avec Seb avant, parce qu'il faut le faire, mais quand on regarde le classement moyen FIFA, c'est quand même, je crois, au-delà de la 20e place au classement FIFA, il n'y a pas eu de réel test jusqu'à présent, et pour autant il y a eu beaucoup de galères. Donc j'attends d'être surpris, mais j'attends pas grand-chose de cette équipe d'Argentine. Rémi, 3e demi-finale sur les 4 dernières éditions de la Coupe du Monde, et un peu comme le disait Adam, toujours ce savoir-faire, parce que c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus beau à voir, mais le savoir-faire argentin, il est toujours là. Ouais, et tu disais que Messi n'avait pas marqué, mais il a encore été décisif par une passe décisive. Sans marquer, il fait quand même des choses marquantes, du coup. Mais non, content pour Julián Álvarez, parce que ça montre que c'est quand même un vrai joueur de ballon. Il n'a pas forcément eu, je trouve, j'ai l'impression qu'il n'est pas estimé à sa juste valeur, il n'est pas utilisé depuis le début. À sa juste depuis le début de la Coupe du Monde, même sur le match d'hier, il est pas ouf, même si c'est un super joueur. Alors il est pas bon ou il est pas bien utilisé. Non, c'est ça qu'on lui reproche même en club, c'est qu'on sait que c'est un top joueur, mais malheureusement ça manque de moments marquants, ça manque de régularité, c'est le problème de ce joueur. Sur le but, sur le but, là, il a son moment marquant. Un peu chanceux quand même avec le rebond. Il n'a pas fait exprès, il a pas fait les yeux. Non, mais encore une fois, je rejoins Adam sur le fait le plan de jeu. En fait, moi, je comprends pas en fait pourquoi les équipes en face mettent pas un joueur voire 2 sur Messi, parce que tu sais que le ballon va lui arriver et que en fait c'est le plan de jeu, c'est on lui donne le ballon, on voit ce qui se passe. Il y a un moment, en fait, ça va pas être. Je pense que ça limite quand même. On l'a vu d'ailleurs avec les milieux de terrain. On va dire, moi, c'est péjoratif, hein, c'est porteur d'eau, même s'ils savent faire autre chose. Comme par exemple Rodrigo De Paul hier, je l'ai trouvé nul, franchement. Pourtant, c'est un joueur que j'apprécie, mais je trouvais très très moyen. Et quand ils sont pas à ce niveau-là non plus. Derrière, il ne se passe pas grand-chose. À la rigueur, le fait que McAllister joue un peu plus haut, alors c'est un joueur pareil qui se balade entre les lignes, qui est dynamique, mais ça reste quand même un joueur de devoir, même si après il marque ce but, tout ça. Premier buteur, mais je trouve que par rapport au banc qu'ils ont, avec d'autres joueurs, on va dire, un peu plus inventifs, avec un peu plus de qualité d'appui, tout ça. Ce que font les Anglais d'ailleurs, hein, et notamment ce que fait hier Terrell à la mi-temps, c'est-à-dire qu'ils ont des armes offensives qui peuvent te changer un petit peu le cours d'une rencontre, ce que font jamais les Argentins en fait. Et ils sont passés 3 fois un peu à l'arrache. Alors c'est sûr qu'ils ont la notice pour l'instant. Et en plus de ça, quand ça va se hisser un peu au-dessus là, tu rajoutes que la pièce tombe toujours du bon côté, qu'il n'y a pas de scandale arbitral. Moi, je suis contre ces théories complotistes là, et j'allume la mèche. Alors justement, on va y revenir dans un instant aussi. Je suis contre ça. Moi. Le briquet, tu l'as là. Juste pour terminer, je trouve ça cool aussi de voir que, par exemple, tu vois, à l'image de l'Angleterre, quand ton joueur, ton joueur de premier plan, on va dire, ne marque pas, c'est les autres qui prennent le relais. On va en parler avec Bellingham. Là, c'était
Lautaro, c'était Julian Alvarez. Et en équipe de France, ça a été le cas avec Dembélé face à l'Irak, même si ça remonte. Mais voilà, j'aime bien. Contre le Maroc. Contre le Maroc aussi, oui, tu vois, mais ce que je veux dire, Mbappé a marqué aussi. Et j'aime bien le côté où quand il y a un joueur qui est peut-être moins performant, même si là on parle de haute altitude, ils savent être soutenus par les autres. Tiens, une petite déclat d'après-match qui tombe aussi, c'est Murat Yakin, le sélectionneur de la Suisse, qui dit à propos de cette rencontre: nous étions bien meilleurs que l'Argentine, le football n'a pas gagné. C'est la spéciale un peu de pas mal de coachs pendant la Coupe du Monde. Enfin, bien meilleur avec moins d'un XG à la fin du match. Faut relativiser quand même. La Suisse qui était privée une nouvelle fois en rappel de sa sensation dans cette Coupe du Monde. Le jeune Manzambi qui était toujours blessé, qui n'a pas pris part à cette rencontre. On va revenir quand même sur un fait de jeu très important parce que le mot polémique a été utilisé en début d'émission, mais il ne concerne pas cette rencontre Argentine-Suisse, il concerne plutôt la rencontre Norvège-Angleterre. Je parlerai peut-être plus de confusion par rapport à ce qui s'est passé donc sur cette action. On va vous la décrire. D'abord averti par l'arbitre de cette Argentine-Suisse, Monsieur Pinheiro, Leandro Paredes a finalement été blanchi et a été à l'origine aussi de l'exclusion de Brel Embolo, l'attaquant suisse sanctionné d'un second carton jaune pour simulation après intervention de la VAR. Un fait assez rare et né aussi d'un changement assez récent du règlement, parce que Monsieur Pinheiro avait averti Leandro Paredes pour une faute sur Brel Embolo. L'arbitre portugais a été appelé pour revisionner les images de la séquence survenue à la 69e minute de cette rencontre, à un moment où les deux équipes étaient encore à égalité un partout. Un passage donc devant l'écran qui a mené à l'annulation du carton argentin, transformé par l'arbitre en second avertissement donc pour l'attaquant suisse Brel Embolo, coupable d'une simulation puisqu'il n'a pas été touché sur cette action-là. C'est pour ça que je parle de confusion et pas vraiment de polémique. Une possibilité offerte par le règlement depuis le début du mondial seulement. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de confusion autour de cette action-là, Seb. Parce que c'est logique. Il y avait eu la même avec lors de Tim Rim. avec Tim Rim lors de États-Unis-Paraguay, Oui. Et où il prend un jaune sur a priori une faute sur Almiron. Et derrière, en fait, il vérifie toujours qu'il se trompe pas sur à qui donne le carton jaune. Donc, sur la vérification, il voit que Almiron, il simule. Sauf que là, Almiron prend jaune, mais c'était son premier carton jaune, donc il n'y a pas eu d'incidence. Là, ça a été pareil hier. Et là, Embolo, encore une fois, alors je sais, c'est un mauvais réflexe, mais un mauvais réflexe près de la ligne de touche. À la rigueur, tu es dans la surface ou tu pars à la limite du hors-jeu. Mais là, très mauvais réflexe, et malheureusement pour lui, sur le premier jaune, il n'y avait pas photo, il fait une grosse faute au milieu du terrain. Et là, malheureusement pour lui, il laisse ses coéquipiers à 10 contre 11 à la 70e à peu près. Donc forcément, ça. 4 minutes après l'égalisation, vu l'impact qu'il a au niveau même athlétique, forcément, ça laisse un vide, même si je trouve que les Argentins n'ont pas forcément profité de ça. En tout cas, dans le jeu. Après, peut-être sur la durée, ça leur a permis de gagner. Rémi. Moi, je trouve qu'en fait, je suis pour la justice. Donc, Paredes ne méritait pas le jaune là-dessus. Embolo a été déjà averti, il fait une simulation. Le règlement, il sait qu'il est déjà averti quand il. Ouais, c'est un joueur d'expérience quand même. Tu vois, c'est pas si ça avait été Manzambi encore qui a joué la Coupe d'Europe et tout. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est juste mal joué de la part de. Tu tentes le coup, mais voilà. Il y a un moment quand tu sais qu'il y a l'assistance vidéo, que tu as 36 000 caméras pour un match, que le moindre geste est épié, fallait s'y attendre. Après, c'est peut-être effectivement c'est un mauvais réflexe, mais tu peux pas lui en vouloir d'essayer de mettre son équipe dans les meilleures conditions, mais c'est à double tranchant et là c'est mal tombé. Adam. Ouais, pour répondre à l'intitulé, oui, c'est le tournant du match parce que juste après on a senti la Suisse inoffensive jusqu'à Tu l'as dit, double effet en 4 minutes. Ouais, tu égalises, tu as l'euphorie derrière, tu prends ce carton rouge qui te coupe les jambes, t'es plus offensif, enfin t'as plus d'armes à faire valoir parce que tu te contentes de défendre et t'espères atteindre les pénaltys, et à partir du moment où tu prends ce but d'Alvarez, tes espoirs sont réduits à néant. Et cette équipe de Suisse, elle a fait mine de rien une belle compétition parce que les quarts de finale on les attendait pas là. Il y avait vraiment un plafond de verre au niveau des huitièmes de finale, donc les voir à ce niveau-là en quart de finale, honnêtement je m'y attendais pas après le premier match contre le Qatar où ils avaient même pas réussi à gagner. Donc non, belle compétition pour la Suisse avec une fin un peu triste, mais en tout cas je pense qu'ils ressortent de la compétition avec beaucoup d'espoir pour l'Euro qui va arriver dans 2 ans.